Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là nombreux. Et alors je ne refais pas le petit discours que j'ai fait tout à l'heure, voilà, pour laisser la parole à nos invités. Un grand merci à Edoui, qui a eu l'idée de faire projeter le film que une grande majorité d'entre vous ont pu voir tout à l'heure. Et un grand merci à Wassila Tamzani, qui a accepté impromptu de venir remplacer Fabrice Rissepucci, qui était prévu pour cette conférence. Je leur laisse bien sûr la parole à tous les deux, avec un grand bonheur de les avoir avec nous pour ces 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, qu'il est important aussi pour nous de commémorer. Merci à Marie-Josée Justamont et au Sud de nous accueillir comme chaque année, puisque vous le savez, Mediapart s'est créé il y aura bientôt 15 ans, en 2008, et notre premier partenaire, c'est ce Festival des musiques du monde, ce qui finalement était cohérent, puisque Mediapart, créant ce journal inédit, totalement numérique et totalement indépendant, c'est un journal sans frontières, à l'image de tout ce qui se retrouve, de toutes les relations, de tous les partages qu'il y a au Sud, à Arles, chaque année. Avant de présenter notre invité, qui est une formidable personne et qui nous fait l'honneur d'être là, dans des circonstances que je vais expliquer, je voudrais dire un petit peu comment on a conçu, avec évidemment l'équipe des Suds, ce rendez-vous annuel. Chaque année, on choisit un thème, une résonance qui est aussi poétique, aussi pleine d'imaginaire et d'une politique, j'allais dire, sensible, comme l'an dernier, nous avions fait un dialogue avec Elias Sambar. Elias Sambar, qui est par ailleurs l'ambassadeur, qui était jusqu'à peu de temps l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO et qui est en français le traducteur. C'est par lui que l'on lit ce grand poète Mahmoud Darwish. Et ici à Arles, on sait que la dernière apparition en public de Mahmoud Darwish, ce fut au Sud, avant qu'il ne décède après une opération aux États-Unis. J'évoque ça parce que je crois que c'est complet, mais on ne sait jamais. Tout ça se prolonge cette semaine en Avignon, où Elias Sambar, avec toute une équipe de jazzmen formidables issus de l'Orchestre national du jazz, vont donner un oratorio autour d'un des grands poèmes de Mahmoud Darwish. Et donc cette année, 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. C'est une date qu'on ne pouvait pas ignorer, pour des raisons évidentes, sensibles justement, des deux côtés de la Méditerranée, et l'on sait très bien comment cela continue à travailler notre présent. Mais pour une raison aussi très objective, ce n'est pas seulement la naissance d'un pays à son indépendance, c'est un moment qui met fin à une terrible guerre de 8 ans et qui a concerné beaucoup de personnes dans nos familles, dans la diversité de nos familles, aussi bien en France qu'en Algérie. C'est la fin de plus de 130 ans de colonisation française sur cette terre en Algérie. Et puis c'est symboliquement, même s'il est resté les territoires et départements d'outre-mer, la fin de 4 siècles d'empire colonial, de cette ambition, comme d'autres pays, de projection de la France sur le monde. Et au fond, et ça explique à la fois pour celles et ceux qui l'ont vu le choix du film de William Klein sur le Festival panafricain d'Alger, et ce que nous allons faire ensemble avec Wassila Tamzani. Au fond, l'idée, c'était de ne pas prendre cet anniversaire comme on le prend, et notamment du côté de la politique institutionnelle, étatique, gouvernementale ou partidaire, comme au fond ce que l'historienne Malika Rahal, dans ce formidable livre Algérie 62, appelle une sorte de déploration.
déploration en France de ce qui aurait été perdu, et y compris pour une partie de la population en France, de celles et ceux qui ont dû quitter cette terre où ils avaient grandi. Et donc cette idée de la perte pas seulement de l'Empire, mais de la perte d'une histoire, d'une famille, d'un lieu où on a grandi. Et du côté algérien, de la perte d'une indépendance trahie, d'une espérance qui a été piétinée, confisquée, d'une libération qui a ressemblé à la domination en recréant une logique de pouvoir, une logique de prévarication, une logique de domination qui, y compris, s'est traduite par des déchirures très profondes en Algérie même, jusqu'à cette terrible décennie noire des années 90. Et donc notre idée, on va voir si on y réussit avec Wassila, notre idée c'était d'essayer de raconter, de partager ce qu'est ce mot de 62, Algérie, la naissance d'une nation, Algérie 62. Bien sûr, cela concerne un pays, cela concerne une géographie, cela concerne un peuple, cela concerne une histoire, mais au-delà de ça, cela concerne quelque chose d'universalisable, qui est ce chemin de l'égalité. S'agissant de la question coloniale, on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est une phrase qui est d'actualité sur notre continent aujourd'hui, où un nouvel impérialisme décide qu'un peuple n'a pas le droit de disposer de lui-même. Le peuple ukrainien, qui est aujourd'hui victime de l'agression, d'une terrible violence de l'impérialisme russe, lequel était venu en 2015 au secours d'une des pires dictatures du monde arabe. Et tous les réfugiés syriens, quand ils voient les ruines de Mariupol, ne peuvent pas ne pas penser à Alep. Et nous ne pouvons pas ne pas nous dire combien nous avons été trop indifférents au sort du peuple syrien, qui nous alertait sur ce qui pouvait revenir en Europe. Et donc cette question de l'impérialisme, de la domination d'un peuple qui décide qu'un autre peuple n'a pas le droit de faire son chemin, ce sont des questions de toujours, ce ne sont pas des questions qui sont terminées. Et au-delà de cette question des peuples qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes, c'est le chemin de l'égalité. Et c'est un chemin qui sera toujours à réinventer. En Algérie, évidemment, la cause de l'échec français, de la défaite française, c'est d'avoir refusé l'égalité, d'avoir appelé toute cette population à venir nous aider. Je rappelle toujours que 66% des troupes de la France libre en 1943 étaient des troupes coloniales. Je rappelle toujours que Frantz Fanon fut un soldat de la France libre, ce qu'on appelle aux Antilles un dissident. Il avait même menti sur son âge pour rejoindre la France libre. Je rappelle toujours, au fond, que c'est cette promesse déçue de gens à qui on a dit « Venez nous sauver de ceux qui sont dans la haine de l'égalité, dans le refus du droit naturel ». C'est bien ça l'idéologie qui produit le racisme, le nazisme, le fascisme. Venez nous sauver de cela. Et puis après, eh bien, nous n'avons pas été au rendez-vous de cette promesse qu'il nous avait aidé à défendre. Nous n'avons pas accepté l'idée qu'ils soient entièrement égaux, qu'ils soient naturellement égaux. Car c'est ça la promesse d'égalité. Nous naissons libres et égaux, sans distinction de conditions, d'origine, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Tout est lié. Et donc c'est ça qui fait que, évidemment, cela a terminé par des surgissements de violence. Et donc cette histoire-là, et le mot Algérie, et c'est pour ça que ça a eu un rayonnement si important dans la décennie qui a suivi. Le mot Algérie, c'est ce nom d'un moment, d'un peuple qui proclame cela et qui ébranle tout. Et le film que certaines et certains d'entre vous ont vu tout à l'heure sur le festival panafricain, qui est évidemment daté, film de William Klein, qui est américain devenu français, daté parce que, il faut le rappeler aux plus jeunes, en 69, il y a non seulement des dictatures en Europe même, la dictature grecque. Le film Z de Costa Gavras est produit par l'Algérie indépendante et tourné dans les rues que vous voyez dans ce film l'année auparavant. Le film avec Yves Montand,
qui est le Z, il est vivant, cette dénonciation des dictatures que soutenaient à l'époque les États-Unis d'Amérique. Et puis, à l'époque, le continent africain, eh bien, notamment le Portugal, Mozambique, Guinée-Bissau, île du Cap-Vert, Angola, est une puissance coloniale directe. Et ça ne se terminera, vous le savez, que par la révolution portugaise des œillets en 74, qui, à l'inverse de ce qui nous est arrivé en France en 58, ce ne sont pas des militaires factieux voulant radicaliser et faire tomber une république, mais des militaires mettant fin à une guerre coloniale et fondant une république. Tout ça était dans cette actualité-là. Mais ce que le film, quel que soit son côté daté, nous montre, même si l'on voit bien que la politique et le discours politique est présenté comme une affaire d'hommes, et là, il y a des moments, pour celles et ceux, j'allais avoir 17 ans, et voici là, on est à la fois pas tout à fait du même âge et en même temps de la même époque, était aussi présente. Et ça m'a beaucoup ému de voir une personne que l'on voit à un moment où c'est le MPLA, car c'est une personne qui parle à notre pays. Vous le voyez avec sa petite barbiche, ses lunettes lunettes voilées, qui sont comme des lunettes de soleil, alors qu'il est dans une pièce, il est face à Agostinho Neto, qui sera le premier président de l'Angola indépendant, et c'est Mario de Andrade. Mario de Andrade était un grand poète, il était tout à fait français, il est d'ailleurs mort en France. Sa femme, qui est créditée à la fin du générique du film, Sarah Moldoror, et de Guadeloupe, était une grande cinéaste et théâtreuse, et une des premières femmes à affirmer un théâtre de femmes à la fin des années 50. Et elle est décédée il y a 2 ans. Et je dis pour la petite histoire, ce Mario de Andrade, et c'est trop peu connu, a un très grand rôle dans des textes que l'on connaît, évidemment, les textes d'Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme. C'était dans les années 50 un des piliers de présence africaine, et c'est lui qui a eu plusieurs versions du cahier d'un retour au pays natal, de tout ça, et c'est lui qui travaillait l'édition de ces textes. Bref, ça m'a beaucoup ému, car c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque de le voir là. Et je dis ça juste parce que évoquer cette figure, comme celle d'Amilcar Cabral que vous voyez à un autre moment dans le film, c'est évidemment rappeler qu'après cette question des indépendances trahies, c'est aussi des histoires tragiques. Amilcar Cabral sera assassiné par les siens, et Mario de Andrade va se dresser contre l'évolution du pouvoir angolais et être en dissidence et en exil. Mais j'en reviens au film et à ce que nous allons faire, mais je vais vraiment donner la parole surtout à Wassila Tamzali. Ce qu'on voit dans le film, et c'est ça que je voulais partager avec vous, l'œil de William Klein, qui n'est pas un cinéaste, hein, qui est un artiste, photographe et artiste, mais ce que l'œil nous montre, et là vous voyez le souffle qui a été libéré autour de l'égalité. Les femmes sont omniprésentes dans ce film. Les visages de femmes, les attitudes de femmes. Et évidemment, le problème, c'est qu'il n'a pas capté ce moment où Myriam Makeba lance « Afriqiya » et ce chant, un chant formidable en arabe, et elle fait le chant de l'unité de l'Afrique. Enfin, et Myriam Makeba, en plus, il y a derrière, il y avait tout le mouvement du Black Power, et elle sera liée à Stokely Carmichael et à tout ce moment-là des Black Panthers aux États-Unis. Enfin bref, il y a... Et là, mais j'y reviens, l'œil, et peut-être à son insu, on voit les femmes, et y compris dans l'atmosphère que provoque une révolution, le côté populaire, y compris, et on en parlera avec Wassila Tamzali, les femmes qui portent le haïk traditionnel, qui sont là parce que les quartiers populaires viennent, parce que c'est une fête populaire que sera ce festival panafricain, à l'époque où Alger était considéré comme la Mecque des révolutionnaires. Donc voilà, moi je voulais qu'on partage ça, c'est-à-dire cette idée que l'émancipation, elle a toujours des lendemains de déception. Les libérations ont toujours des lendemains de confiscation. Il y a toujours des révolutionnaires qui deviennent des professionnels du pouvoir. Il y a toujours des dominations qui ne sont pas forcément abolies. Et là, et le hasard fait bien les choses, parce que, au fond, quelle est la cause qui
résume l'absolu de l'émancipation. C'est la cause des femmes, c'est la cause de la moitié de l'humanité, plus une. Et c'est une évidence quand on voit notre époque, quand on voit d'un côté ce nouveau féminisme radical qui peut bousculer des féminismes anciens qu'incarne le mouvement MeToo, qui est au cœur de toutes sortes de débats aujourd'hui dans nos sociétés. Et quand on voit en même temps, dans notre époque de transition troublée, où les régressions sont possibles, mais en même temps c'est un monde fini, donc c'est un monde qui se bat, mais qui se sait condamné, mais qui en se battant, du coup, fait des dégâts. Quand on voit que tombent les masques et combien ces droits si fragiles, conquis sur des millénaires de domination des femmes, sont officiellement mis en cause. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis sur le droit à l'avortement, mais ce n'est pas qu'aux États-Unis. Toute cette violence sur les questions du genre, je pourrais parler de l'idéologie du pouvoir poutinien, où il y a même une remise en cause idéologique, pas encore factuelle, des droits qu'avaient les femmes de disposer de leur propre corps, y compris acquis par la révolution russe, où aujourd'hui on dit non, il ne faut pas avorter, il faut faire des soldats. La patrie a besoin de soldats, donc les femmes doivent nous fournir des soldats. Et une obsession dans la haine et la violence contre les communautés LGBT qui est assumée, l'idée d'un Occident décadent dont la question du genre serait l'illustration de sa décadence. Et donc cette question des femmes est au cœur de cette idée de l'égalité comme une cause infinie. Comme des poupées gigognes. Il y a les dominations sociales, il peut y avoir les dominations coloniales, mais il y a toutes sortes d'autres dominations. Les dominations, évidemment, de race, avec 4 guillemets, liées à l'apparence, à la discrimination liée à l'apparence, et évidemment, ce cœur, ce noyau dur qui nous concerne tous, pour ceux qui sont du genre que je suis, c'est-à-dire des hommes, combien cette domination millénaire qui peut nous échapper. Et donc, voilà, cette question de l'émancipation et de son infinitude. Alors, je disais, le hasard fait bien les choses, et maintenant je vais passer à notre dialogue. On voulait faire... Mediapart, on attache beaucoup de prix à la parité, justement, et on voulait que ce soit, ces 60 ans, un dialogue avec cette historienne, Malika Rahal, qui a fait ce livre, Algérie 62, qui est sur ce thème-là, c'est-à-dire raconter, au-delà des histoires, des États, des organismes, de la politique, ce qu'a été le bouillonnement d'une révolution, et les dernières pages font allusion à ce festival panafricain qui est l'acmé de ce souffle, de ce moment-là qui a tant drainé d'espérance et mis en branle toutes sortes d'individus. Donc à hauteur d'individus, à hauteur d'histoire personnelle, elle raconte comment le peuple s'affirme, et elle le raconte en écho, car on ne peut pas parler de 62 sans parler de l'Algérie d'aujourd'hui, en écho avec le Irak algérien qui a surgi en 2019 et dont elle rappelle dès le début combien il a pris les mots d'ordre de 62. Il a tout de suite épousé les mots d'ordre de 62, qui est un seul héros, le peuple. Et en reprenant, ça y est, j'ai besoin de minutes maintenant, ça y est, en reprenant Kima 62, comme en 62. Comme, voilà, et 62, pas comme une effervescence et comme un bouillonnement. Malika Rahal, 60 ans oblige, est en Algérie. Donc on a pensé à un de ses partenaires historiens qui fait un immense travail avec elle, et d'ailleurs ils ont fait une formidable série sur Mediapart à partir du cas d'un disparu, c'est 1000autres.org. Vous avez entendu, évidemment, par le travail de mémoire qui a été fait, la question du mathématicien Maurice Audin, qui a été tué pendant la bataille d'Alger, et dont enfin le crime par l'armée française a été reconnu. Mais 1000autres.org, c'est l'idée qu'il y a plein d'autres disparus. Et le phénomène étonnant, formidable, bouleversant, car c'est sur le numérique, c'est que ce site
avec 2 historiens professionnels, appelle les familles à signaler et à se souvenir et à demander des traces. Et c'est l'enquête qu'ils ont fait sur l'un d'eux, un médecin qui a été enlevé et que sa famille n'a jamais vu. Et donc Fabrice Riceputi, à cause d'un décès familial soudain, n'a pas pu venir. Et là, SOS Rachida El Azouzi, une des journalistes formidables qui anime tout le travail sur le Maghreb et au-delà à Mediapart. Et Rachida a passé toutes sortes de coups de fil et il y a eu un miracle. Le miracle, c'est que Wassila Tamzali, qui vit actuellement en Corse, a dit « je viens ». Et elle a pris un avion ce matin, elle est arrivée à Marseille et la voici. Alors qui est Wassila Tamzali ? Wassila Tamzali est une féministe algérienne, une féministe des 2 rives, c'est une avocate de métier qui a été avocate au barreau d'Alger dans les années 60-70. Elle a été ensuite à l'UNESCO responsable de la question des droits des femmes pendant une longue période. Elle anime un collectif Maghreb Égalité. Elle a écrit plusieurs livres. D'abord, 2 livres personnels que je vous recommande. Une éducation algérienne qui raconte son histoire. Elle est d'une famille de, on disait, Bougie, Béjaïa aujourd'hui. Elle raconte son histoire avec une histoire qui commence comme une tragédie grecque, puisque c'est une famille plutôt bourgeoise, algérienne, un père algérien d'une famille originaire de Turquie, une mère d'origine d'espagnol, avec un grand-père républicain espagnol, mais avec, quand je dis une tragédie grecque, c'est-à-dire que son père est tué dans le moment des batailles de l'indépendance, mais alors qu'il est du côté de l'émancipation, il n'est pas tué par les troupes coloniales, ou enlevé ou torturé, mais par, entre guillemets, un frère de combat qui règle une question personnelle et qui va... Donc c'est un crime qui montre l'ambiguïté, ombre et lumière de ce que peut-être les causes au cœur de l'émancipation. Et Wassila Tamzali a épousé... on a... Voilà, une petite différence d'âge de rien qui fait que, voilà, on s'est trouvé sans se connaître. Moi, j'étais aussi, pour des raisons familiales, dans cette Algérie des années 60, de la cinémathèque, du festival panafricain, du théâtre de Kateb Yassine, des poésies de Jean Sénac et de Maison Seule, qui était resté l'ami de Camus, qui animait le musée des Beaux-Arts, et de tout ce moment où tout ne s'est pas fermé, et tout ne s'est pas durci automatiquement. Et elle a ensuite écrit un autre livre qui fait écho à tous les débats des 2 côtés de la Méditerranée sur cette question centrale des droits des femmes, Une femme en colère, qui est chez Gallimard. Et là, tout récemment, et ça a donné lieu à un superbe entretien en vidéo sur Mediapart, sur la demande de l'éditrice Odile Jacob, elles ont fait, elle et Michel Perrault, la grande historienne qui a fait, avec Georges Duby en 5 volumes, une histoire des femmes, qui a vraiment pris la question des femmes comme une question d'histoire. Elles ont fait un dialogue épistolaire à cause du Covid. La tristesse est un mur entre 2 jardins. C'est le titre de ce dialogue. Voilà, je m'arrête là. Voici là... Tamzali, un immense merci d'être là. Et finalement, d'un mal un bien, comme je l'ai dit, mais si, je sais, moi. Je sais. Et c'est... Voilà. Alors, j'ai envie de commencer tout simplement. Vous êtes arrivé à temps pour revoir le film de William Klein. On a ces images du festival panafricain de 69 à Alger. Qu'est-ce que ça a fait surgir et qu'est-ce que vous avez envie d'en dire dans le contexte où nous sommes autour de cette Algérie au cœur que nous partageons? D'abord, j'étais très, très émue, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas revu ce film. Je crois que la dernière fois, c'était à Beaubourg. Il avait été exposé, il avait été montré. Et j'étais d'autant plus touchée que j'étais dedans. Je m'occupais avec un ami qui était Pierre Chiche, qui avait une émission de jazz à la télévision, à la radio algérienne,
qui était encore en Algérie et qui était d'origine, qui était un juif algérien. Et avec Pierre, c'était la petite équipe qui devait s'occuper des Américains, de ceux qu'on avait fait venir. Et alors là, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une petite anecdote, mais c'est vraiment sympathique. C'est-à-dire qu'au moment de l'organisation du festival, ils ont envoyé des lettres à tous les jazzman en leur demandant de venir. Et puis, il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire que pour la plupart de ces personnes, il n'y a pas eu de suivi. Et c'est comme ça qu'un jour qu'on était en groupe, on nous dit, voilà, c'est le policier qui téléphone, qui dit, il y a une équipe de Noirs qui est là et qui ne sait pas où elle est, et qu'est-ce qu'on en fait, et qui est-ce? Alors, ils ne savent pas, évidemment, parce que c'est un nom américain, c'était Archie Sheps qui arrive. Et alors, on lui dit, non, gardez-les, laissez-les passer d'abord, parce qu'évidemment, la police était en train de contrôler. Et mettez-les dans un taxi et envoyez-les à l'hôtel. Je crois qu'on était au Saint-Georges à l'époque, c'était le quartier général. Et puis, on les attendait, ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés, et le lendemain, nouveau coup de téléphone d'un chauffeur de taxi qui nous dit, écoutez, il y a des Noirs avec moi là, ils ne savent pas où ils sont, mais vous les avez trouvés où? On les a trouvés sur la route. Et alors bon, après, ils arrivent à l'hôtel avec 24 heures de retard. En fait, en descendant de l'avion, ils avaient pris dans le taxi, ils avaient dit au taxi, amenez-nous voir la mer. Ils voulaient voir la mer. Et donc, ils ont été sur la plage. Ils ont passé la nuit sur la plage et il devait leur rester un petit peu parce qu'ils étaient quand même, ils ne buvaient pas que de l'alcool, hein, ils avaient besoin d'autre chose. Et donc, ils sont arrivés le lendemain, bon, ça s'est très bien passé, et je continuerai parce que quand même c'est passionnant. La dernière soirée, la soirée de clôture, avec le président Boumedienne et tous les présidents qu'on pouvait imaginer à l'époque, très sérieux comme ça, ils sont passés avant les Touaregs, et les Touaregs devaient faire le final. Et je me souviens, moi j'étais dans les coulisses, j'étais comme ça, et je voyais que Archie Sheps, au moment de partir, de sortir, il entend la musique des Touaregs et il revient, il reste. Il reste derrière le rideau, et à un moment donné, il vient sur scène. Et alors là, nous, tout le monde tremble parce qu'il y a le président Boumedienne. Et à ce moment-là, ils font comment on dit, un bœuf, hein, voilà. Et c'est absolument fabuleux, c'est fabuleux. Mais après, c'est pas fini. Parce qu'ils décident de suivre les Touaregs. Et on est pratiquement au mois d'août. On leur dit, non, mais attendez, il fait très chaud, vous ne pouvez pas aller dans le désert. Si, ok. On finit, la radio-télévision algérienne finit par prendre en main le projet, et c'est pas fini, hein, l'histoire. Et ils arrivent à Tamanrasset. Et donc ils arrivent tout au sud, hein, du désert. Hein. Donc ils arrivent à Tamanrasset, et là, avec des caméras, avec un matériel énorme. Et donc, ils sont salués par le préfet, qu'on appelle le Wali. Tout se passe bien. Ils arrivent on monte les campements, les tentes, parce qu'ils voulaient jouer dans le désert, évidemment, ils ne voulaient pas rester dans la ville. Et là, le réalisateur, je crois que c'est Lalem, il dit, ben voilà, on peut commencer. Ah, il dit non. Comment non? Ah ben on n'a pas... Vous n'avez pas quoi? Il n'avait pas de hashish. Il voulait du hashish. Et à ce moment-là, il leur dit, mais on va le trouver où? Bon, alors, le réalisateur revient à Tamanrasset, va voir le Wali et lui dit, ils veulent pas le jouer. Mais qu'est-ce qui leur manque? Eh ben, il leur manque... Alors le Wali lui dit, mais tu peux pas me demander ça à moi, c'est pas possible. Il lui dit, écoute, mais tu te rends compte ce qu'on a déplacé?
les appareils. Et puis à l'époque, c'était pas des petites caméras. En 68, c'était vraiment des choses qui pesaient lourd. Et à ce moment-là, il lui dit, écoute, j'ai une caisse de whisky, prends la caisse de whisky et c'est tout ce que je peux faire pour toi. D'une drogue à l'autre. Mais évidemment, bon, tout ça, c'était un peu joué, parce qu'en sortant, le réalisateur, il y a le chef de cabinet qui vient et qui lui dit, écoute, attends-moi, je crois que j'ai une solution. Et il lui dit, regarde, on a saisi ça il n'y a pas longtemps. Donc ils sont repartis dans le désert avec ça. Mais c'est pas fini. C'est que ils enregistrent, et sans doute ça devait être génial, et on envoie les pellicules à Pathé. Et les laboratoires dans Pathé ont brûlé. Il y a eu l'incendie. Et donc c'est voilà. Et c'est une très belle histoire, parce qu'au fond, ce qui reste, c'est un peu l'art, c'est une leçon sur l'art, hein, parce que ce qui reste, c'est pas au fond ce qui a été réalisé, mais c'est toute cette intention qui est autour, c'est toute cette histoire qui est autour, voilà. Qu'est-ce que je peux dire Évidemment, j'ai beaucoup apprécié votre enthousiasme, votre émotion, et votre vision qui était peut-être un peu très optimiste au fond. Moi, il y a une chose qui m'a frappée, parce que j'ai assez mauvais esprit d'ailleurs. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est... mais je l'avais senti déjà pendant le festival. Le festival, ça a été pour les Algériens un choc culturel. On le voit dans beaucoup de regards dans le film. Vraiment, c'est un choc. Et c'est d'autant plus un choc que c'est porté par des femmes, qu'il a fallu d'ailleurs en toute vitesse fabriquer des soutiens-gorge pour le fameux ballet, je ne sais plus de quel pays, ghanéen, je crois, qui était avec des femmes avec les seins nus, évidemment. On leur a dit, vous ne pouvez pas monter sur scène comme ça, c'est pas possible. Et donc, il y a eu vraiment une rencontre, je dirais presque, comment on peut dire, tectonique, hein, de l'Afrique, c'est-à-dire c'est vraiment deux plaques africaines, c'est-à-dire cette Algérie qui sort de la guerre, qui est une Algérie puritaine, hein, il faut quand même le savoir, avec cette idée des femmes. On n'est pas encore arrivé dans l'islamisme qu'on va connaître après, mais il y a déjà quand même ce rapport avec le corps des femmes qui est très très fort. Et d'ailleurs, toutes les femmes sont voilées. La plupart des femmes qu'on voit, elles sont voilées. Je cherchais une jeune femme algérienne. Il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, tous ces jeunes garçons sont seuls dans la rue. Ça, c'est clair. Les intellectuels algériennes, on ne les voit pas. Il y en avait. Hein. On était un groupe, par exemple. Moi, j'étais tout le temps. On m'a jamais filmé. Il faut dire une chose, c'est que... Alors là, je fais un petit coup de pied méchant. C'est-à-dire, vous savez, quand on filme plutôt ce qui est pittoresque que ce qui ressemble un peu à soi. Donc, on ne va pas filmer des filles comme moi qui ne ressemblent pas tellement à des Algériennes. Donc, ça ne fait pas assez algérien. Donc, on ne va pas les filmer. Donc, on se trouve toujours dans ce genre de captation avec sans doute un rendu de la réalité qui n'est pas tout à fait la réalité. Mais il reste quand même que c'est très fort. Il y a eu ce choc entre eux. Et moi, je me souviens, je n'oublierai jamais, d'ailleurs, je l'ai écrit dans une éducation algérienne, il y avait, on le voit d'ailleurs, c'était aux Anasser. Et moi, alors, les Anasser, c'était... il y avait des immeubles qui étaient derrière, il y avait toutes les femmes qui étaient sorties aux fenêtres des grands HLM. C'était les HLM parce que l'Algérie a été couverte de HLM dans les années 50 pour arrêter la guerre d'Algérie. Penser à arrêter la guerre d'Algérie avec des HLM, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, c'est là où on a vraiment parqué les Algériens les plus pauvres, tous les bidonvilles qui entouraient la ville ont été détruits à ce moment-là. Pouillon a construit. D'ailleurs, il y a une très jolie scène de la cité des 1000 colonnes. Vous voyez un petit peu à un moment donné ces scènes avec ces immeubles en V comme ça à l'intérieur, comme un patio.
et ce patio avec 1000 colonnes, on l'appelle les 1000 colonnes. Aujourd'hui, on l'appelle les 1000 soleils. Parce qu'en fait, toutes les façades sont occupées par des assiettes de télévision. Ça s'appelle les 1000 soleils maintenant, d'accord. Et j'étais très émue, j'en parlais avec Marie-Josée, c'est ça? Parce que je suis en train de réécrire quelque chose sur le film de Merzak Alouache, Omar Gatlatou. Et le film d'Omar Gatlatou se passe aussi dans les 1000 soleils. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très urbain aussi dans ce film. Au fond, on n'a jamais vu Alger comme ça. Et ça, c'est l'œil peut-être de Klein qui a été très attentif. C'est cette vue panoramique sur la grande place, la place des martyrs, etc. etc. Mais quand j'étais aux Anasser, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup troublée, même moi. Il y avait ce ballet d'hommes superbe, très sexuel évidemment, extrêmement sexuel, avec toutes ces femmes qui étaient aux fenêtres, qui étaient pratiquement des femmes enfermées, hein, en quelque sorte, en tout cas dans un rôle de... Voilà. Et qui étaient là, et je me disais, est-ce qu'elles vont avoir des troubles, des désirs, de voir tous ces hommes? C'était quand même quelque chose de très, très fort et très frappant. Hein. Et il y avait sur les gradins, alors, il n'y avait pas à l'époque, c'était pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, non. Mais instinctivement, les femmes se mettaient toutes ensemble. Donc il y avait les femmes aux fenêtres du HLM, et il y avait les femmes assises qui étaient toutes en blanc. Hein. C'était vraiment comme on avait, c'est notre ami Slim qui les faisait comme des pigeons, avec toutes ces voiles blancs comme ça. Et devant, il y avait ce ballet absolument fabuleux de ces hommes dont la peau transpirait, luisait. Enfin, c'était vraiment un film un peu simple, mais qui fonctionnait vraiment. Voilà ce que je peux dire de cette époque. Et je dirais une chose qui est un peu plus disons, un peu plus critique par rapport à aujourd'hui, si vous voulez. C'est que il y a là quelque chose d'assez... en voyant le film, je me disais, il s'est passé là quelque chose qui ne reviendra jamais. Alors, vous m'avez dit, Spartacus revient tout le temps. Mais toujours. Mais je ne pensais pas à Spartacus. Je pensais à un Spartacus beaucoup plus subtil, beaucoup plus pervers et beaucoup plus que Spartacus. C'est-à-dire que il y a là, si vous voulez, quelque chose de l'ordre de la culture africaine qui, en deçà du folklore, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de folklore, mais derrière le folklore, il y a quand même, je ne sais pas si vous avez sûrement remarqué, il y a un travail qui se fait depuis les indépendances, c'est-à-dire le théâtre sénégalais, les ballets, etc. C'est pas seulement du folklore. Il y a un aspect... D'ailleurs, ce qui est beaucoup plus folklorique, ce sont les interventions algériennes, malheureusement. C'est-à-dire la fantasia, les Touaregs. On sent que là, c'est un peu... il faut savoir que l'Algérie sort d'une guerre qui a harassé sa culture. Il y a un harassement culturel en Algérie qui a détruit la culture algérienne. Et si vous avez vu le film merveilleux de Assia Djebar qui s'appelle La Zerda ou Le chant de l'oubli, où elle montre bien comment, après la violence de la colonisation, on a assisté à une folklorisation de la culture algérienne, c'est-à-dire que les fantasias, et ça c'est une scène qui me fait toujours très mal, ces fantasias qui ont été des manifestations de liberté un peu viriles, hein, d'ailleurs, avec très viriles même, voilà, mais malgré tout de la liberté d'un peuple. En fait, ils tiraient le canon devant des tribunes avec le militaire,
avec toutes les médailles qu'ils avaient reçues pour la colonisation de l'Algérie, d'ailleurs. C'est ça un peu qui était cruel. Et puis quelques bachagas avec des médailles pour leur collaboration avec la France. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit pointer une culture moderne africaine que moi j'ai vraiment ressenti. Derrière, évidemment, pas une violence, mais une force de l'image autre, hein, autre, qui peut écraser cette modernité qui pointe et qu'on voit arriver, Et là, si vous voulez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui ne reviendra pas, c'est que ce moment formidable, cette modernité, celle qui en Algérie est portée par Sénac, celle qui a été portée 10 ans avant par Kateb Yassine, celle qui est portée... Ça va être écrasé sans doute par des politiques africaines qui vont aussi s'exercer contre les libertés, que ce soit Afrique noire ou Afrique en Algérie. On sent là qu'en 68, rien n'est joué encore. Il y a cette innocence, cet enthousiasme, cette créativité qui est née dans les pays africains, en Algérie aussi beaucoup, portée par la liberté, par le désir de liberté, parce que les indépendances, c'est porté par la liberté. Et ensuite, ce qui s'est passé ensuite, on peut le voir, si vous voulez, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on ne parle que de l'art africain, hein, et c'est un art africain qui, malgré tout, passe dans des normes occidentales. On sent, si vous voulez, un petit peu cette perte. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui était là, qui ne reviendra pas. Voilà. C'était le sens de ma phrase. Voilà. Je propose qu'on s'éloigne un petit peu du film, puisqu'en plus tout le monde ne l'a pas vu, et qu'on revienne au fond, c'était notre point de départ, c'est 60 ans de l'Algérie. Quand je disais optimiste, moi, j'aime bien cette formule. Pierre Naville était une figure du surréalisme et de l'opposition de gauche au stalinisme, et il disait notre devoir, c'est d'organiser le pessimisme. Et ça donne la formule de Gramsci, que vous connaissez aussi, hein, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Il faut être lucide, la catastrophe, elle n'est pas devant nous d'ailleurs, hein, aujourd'hui, qu'il s'agisse des urgences climatiques, des questions démocratiques, des questions sociales et des monstruosités que crée ce moment-là. Tout ça est là. Pour reprendre une autre formule, qui est une formule de Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Donc, je ne suis pas de cet optimisme béat comme cela, mais en revanche, je crois simplement que organiser le pessimisme, ça veut dire être lucide, tenir tous les bouts, justement, ne pas être prisonnier d'un essentialisme qui est une association à un camp automatique, à une idéologie qui vous enfermerait. Pensez tout. Hein. On peut être critique, évidemment, de ce qu'ont fait les États-Unis, par exemple, pour prendre cet exemple en Irak, ou de l'abandon persistant de la cause palestinienne, et en même temps ne pas se servir de ça comme alibi pour être indifférent, j'en ai parlé tout à l'heure, à ce qu'a fait la Russie, aussi bien en Tchétchénie qu'en Géorgie, qu'en Syrie ou qu'en Ukraine, et à la réalité de ce nouvel impérialisme. Hein, on n'est pas obligé de ne voir que d'un œil, et on ne peut voir que des deux yeux. On peut voir des deux yeux. Je dis ça parce que ce que vous dites est tout à fait juste sur ce moment de 69. C'est une sorte de feu d'artifice qui en fait masque le fait, c'est déjà le cas dans tous ces pays. D'ailleurs, vous voyez à un moment du film les portraits, par exemple, de Sékou Touré, et le régime va être terrible en Guinée. En fait, et symboliquement, c'est le mi-temps des années 60 qui est le durcissement, c'est le coup d'État de Boumedienne en Algérie. Et donc, en fait, derrière ce feu d'artifice, derrière Alger, la Mecque des révolutionnaires, il y a le moment où tout se renferme. Hein.
Il est là, et je dirais de manière tout à fait anecdotique, je vais avoir 17 ans à la fin de cet été 69, je viens de passer mon bac à Alger, je suis à ce festival panafricain et je décide de faire ma première année d'université à la faculté centrale d'Alger, où j'anime clandestinement un petit comité avec des jeunes comme moi qui, au fond, critiquent les régimes en place et qui critiquent ce que nous appelions les bourgeoisies arabes, voilà, qui tient les deux bouts, être solidaire de la lutte du peuple palestinien, mais comprendre qu'il y en a plein qui les soutiennent comme la corde soutient le pendu, etc. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est une anecdote de jeunesse. J'ai les cheveux longs de notre époque, de cette époque-là, mais on peut toujours les avoir aujourd'hui. Hein, voilà. Et le durcissement, il était très sensible, mais comme des consignes sécuritaires à Alger. On se balade rue Didouche Mourad, une voiture banalisée passe, des flics en civil sortent et ils vous chopent. Et je me suis retrouvé au commissariat central avec le truc habituel, hein, la photo d'identité, les empreintes, enfin des trucs pour faire peur. Ma seule obsession, c'était qu'on n'ouvre pas ma sacoche et qu'on ne trouve pas ma petite activité d'engagement tiers-mondiste de l'époque qui était le prolégomène à d'autres engagements, mais ce n'est pas le sujet. Et donc je suis totalement d'accord avec cela. Et en même temps, quand je vous disais Spartacus, ce que je veux dire par là, c'est que Spartacus, ça finit mal pour lui, hein, mais on se souvient plus de lui que des généraux qui l'ont mis sur la croix, qui l'ont crucifié. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui revient. Et c'est là où je voulais en venir à l'Algérie. Nous parlons dans un moment, c'est 60 ans, même s'il y a une répression, y compris il faut les saluer, de confrères et de consoeurs algériennes et algériens qui sont actuellement réprimés et en prison, comme par ailleurs au Maroc, il y a une répression terrible. Mais il y a eu le soulèvement des printemps arabes, des faits, mais il a eu lieu, et dans une diversité, c'est ce qui a surpris, y compris des amis très du camp, à juste titre, laïque, anti-islamiste en Syrie. Je pense à mon ami Farouk Mardambé, qui a vu la réalité de ce surgissement syrien, où au fond, des gens se retrouvaient de toute histoire, y compris des gens qui venaient du mouvement des frères musulmans, qui avaient été massacrés à Hamza par le régime. C'est une des pires dictatures en Syrie, soutenue par le régime iranien par ailleurs et par la Russie. Et donc il y a eu ce soulèvement sur l'ensemble avec des gens de toute origine, de toute histoire, dans des chemins différents qui parlaient la même langue, universalisable. Hein. Aucun pays n'est propriétaire de l'universel, aucune culture n'est propriétaire de l'universel, comme disait Glissant, mais il y a de l'universalisable, les mots de justice, les mots d'égalité, les mots de droit. Et finalement, alors qu'il y a eu de la méfiance à cause du traumatisme légitime des années noires et de la guerre civile provoquée en Algérie avec la terreur faite par le totalitarisme islamiste, il y a eu, et suscitant parallèlement une terreur militaire, parce que comme toujours, hein, les terreurs s'entretiennent, hein, créent des prophéties autoréalisatrices, et finalement l'Algérie est la dernière de cela. Et le Irak algérien est un événement décisif, et donc j'aurais aimé vous entendre sur ce Irak, parce que il ne s'agit pas, encore une fois, d'être optimiste béatement, mais de se dire, voilà, il y a quelque chose qui revient, il y a un événement qui revient, il y a un peuple lucide qui revient, et qui essaye, pour reprendre une formule de Castoriadis, de s'auto-instituer. Et c'est bien ça qui s'est passé en Algérie, malgré toutes les blessures, malgré toutes les déchirures, même si ça n'a pas abouti, même si ça ne s'est pas traduit, ça a eu lieu. Oui, alors d'abord, vous aviez organisé une magnifique rencontre de beaucoup de jeunes de femmes et d'hommes algériens de tous les horizons. Alors, d'abord, il faut vous dire que pour moi, ça a été une déchirure. Parce que d'abord, à mon âge, j'ai 81 ans. Et pour moi, c'était
je pense que c'était sans doute la dernière chance que j'avais de voir enfin se réaliser ces rêves que j'ai portés dans les années 60. Voilà, c'est tout simple. Donc personnellement, j'étais extrêmement touchée, et d'autant plus touchée que j'avais tout à fait au début, dès le début, j'avais commencé à... D'ailleurs, quand vous m'aviez invitée, j'avais dit, si vous permettez, je vais le répéter parce que c'est vraiment quelque chose d'important. L'enseignement, c'est la répétition, me disait toujours mon père. J'avais dit que les femmes étaient généreuses et qu'elles pouvaient offrir à la révolution algérienne, le Hirak, si vous voulez, le Hirak, elles pouvaient offrir au Hirak la possibilité de réussir. Que nous n'avions pas de ressentiment vis-à-vis de ces hommes qui refusent absolument de reconnaître que les femmes algériennes sont nées libres et égales. Et que nous pouvions leur offrir la possibilité de réussir leur révolution. Parce que quand je dis leur révolution, nous avons été extrêmement maltraités pendant les marches du Hirak. Et que quand nous avons essayé d'intervenir, de leur dire qu'une révolution ne pouvait pas se faire sans reconnaître les femmes et les besoins et les demandes des femmes, ils ne nous ont pas écoutés. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, parce que évidemment, vous pouvez imaginer de quoi parle-t-on le soir quand on se rencontre, sinon du Hirak. Pourquoi le Hirak a échoué? Alors ça, c'est un mot, évidemment, c'est un gros mot. Pour vous, il a plus échoué. Personne, voilà. Plus personne ne veut. Beaucoup de personnes ne veulent pas entendre ce mot. Alors que moi, si vous voulez, je vais vous dire, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner à dire ce que je pense et à dire la vérité. Pour moi, le Hirak a échoué. Alors, et c'est pas une histoire finie, c'est comme l'histoire d'Archichep. Il faut l'expliquer. Comme dit Alain Badiou, quand on veut expliquer quelque chose, il faut commencer avant. Hein, d'accord. Mais avant de commencer avant, je vais commencer après. Nous avons évidemment... L'Algérie, il y a beaucoup de problèmes, vous pouvez imaginer. Mais il y en a deux qui font le dissensus, c'est-à-dire qui ne font pas consensus. Il y a deux questions. Il y a la question de la laïcité et il y a la question des femmes. Ces deux questions-là, quand j'ai vu qu'elles étaient mises de côté du Hirak, je me suis dit, ça va échouer. C'est parce que nous n'avons pas posé ces deux questions, que nous n'avons pas osé les mettre en débat, que ça n'a pas marché. Le problème d'une révolution, c'est que dans une révolution, quand il y a révolution, c'est qu'il y a à un moment donné un peuple qui dit ce qu'il veut être, pas ce qu'il est. Tout à l'heure, vous avez fait référence à ce retour de 62, ce retour de la guerre. Moi, j'y ai vu un très mauvais signe. Parce que ressortir Ali Lapointe, et Dieu sait que j'ai du respect pour Ali Lapointe, vous savez, c'est un des héros de la bataille d'Alger. Ressortir les héros de la bataille d'Alger, alors que nous avions à faire naître des héros, nos héros, notre temps, notre époque. C'était... Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à convaincre nos amis garçons, nos camarades intellectuels, féministes, ils se disent féministes. Ils continuent à dire que ce n'était pas le moment, qu'il ne fallait pas, parce que ça allait empêcher cette unité, cet enthousiasme du peuple algérien. Il ne fallait rien faire pour le mettre en danger. Et c'était complètement faux. C'était au contraire, c'était lui donner du muscle. Et les hommes ne nous ont pas suivis. Pas seulement le paysan ou l'islamiste, ou celui-là, c'est normal. Mais
les hommes qui nous entouraient, les intellectuels. Encore une fois, en 62, moi j'avais 20 ans, n'est-ce pas? J'ai rencontré les révolutionnaires algériens. Je mets des guillemets maintenant. Hein. Eh bien, c'était terrifiant. C'était terrifiant. Terrifiant. Leur position vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire que... Alors, je pourrais presque... D'ailleurs, il faudrait que j'écrive un roman cette fois-ci, parce que c'est vraiment des histoires d'amour qui n'ont pas abouti. Et pourquoi? À cause de l'absence de révolution. Parce que l'amour est révolutionnaire. Là, vous citez Sénac. Sénac qui disait « Mon amour, allons pour le poème nouveau ». Mais le poème nouveau, on n'a pas pu le chanter. On n'a pas pu le dire. Il n'y avait personne pour le dire. Et ça, c'est la grande, comment je dirais, la grande destruction de la colonisation. Alors vous allez me dire, c'est encore la faute des Français, mais je vais essayer d'expliquer. Vous allez comprendre. Oui, c'est la faute des Français. Parce que l'Algérie, c'est une colonisation de peuplement. L'Algérie, d'ailleurs c'est bien dit dans le film, il fallait ou les tuer ou leur enlever leur âme. C'est ce qu'on a fait. C'est le harassement colonial. Le harassement, ça vient du mot gratter. On nous a gratté notre âme. Aujourd'hui, en Algérie, les gens ne savent plus exprimer une subjectivité. Les gens ne savent pas dire « je t'aime ». Quand j'ai vu dans la rue, le 8 mars 2019, 20 millions de gens dans les rues d'Alger, impuissants à dire vraiment ce qu'ils veulent être, n'arrivant pas à passer le pas. J'ai presque envie de pleurer, tiens. J'ai envie de pleurer. Parce que ça vous donne envie de pleurer. Et c'est pour ça que... Excusez-moi. C'est pour ça que quand je vois la politique des petits pas de M. Macron, je suis furieuse. Parce que, en fait, ce qu'ils veulent faire, ils nous ont enlevé l'âme, et maintenant on veut nous enlever les raisons pour lesquelles on nous a enlevé cette âme. On veut faire disparaître la colonisation. Quand vous entendez le président de la République française dire que l'Algérie, ça a été le creuset de la rencontre, de l'amour universel des peuples, non, écoutez, oui, c'est ça qu'il dit au Pied Noir. Vous avez été un exemple de la rencontre, de l'amour des peuples. Vous savez, vous avez dit que ma mère était espagnole. Oui, ma mère était espagnole. Mais mon grand-père n'était pas un républicain. Mon grand-père était un curé défroqué, espagnol. Qui est peut-être devenu républicain, du coup. Non, il a été raciste. Ah, zut, alors. Non. Il a refusé... C'est mon optimisme qui a encore frappé. Je suis désolée. Mais je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez? Il faut la dire. Il faut la dire. Il faut la dire. Et c'est difficile à dire parfois. Mais en même temps, vous savez, moi j'ai été, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une famille bourgeoise, et qui m'a donné en héritage une chose inestimable. Je n'ai pas de ressentiment. Je n'ai aucun ressentiment. Parce qu'au fond, je n'ai pas connu le racisme directement. Je n'ai pas souffert de la faim. Je n'ai pas été humiliée, au contraire. Nous, quand on était enfants, on nous disait « on est mieux que les Français ». Quand on achetait des fermes, on nous disait « on vient de libérer un petit coin de l'Algérie ». On a vraiment réussi. Donc moi, je n'ai pas de ressentiment. Mais c'est quand je vois l'état dans lequel aujourd'hui est l'Algérie. Comment vous pouvez expliquer que ce pays qui a réussi à faire cette guerre incroyable,
se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Quand je suis dans les rues d'Alger, quand je vois toutes ces femmes soumises, c'est pas des femmes qui ont retrouvé une culture, c'est des femmes soumises. Moi, ma culture, c'est la culture du dévoilement. L'Algérie s'est dévoilée. Les femmes sont allées dans les maquis, les femmes sont sorties. C'est ça ma culture, c'est pas autre chose. Et quand on vient me dire c'est la culture algérienne, c'est faux, c'est faux. Les femmes voilées, c'était les bourgeoises des villes. Les paysannes n'ont jamais été voilées. Elles allaient dans les champs. C'est une image. On s'est orientalisé. On a comme héritage l'orientalisme. Vous comprenez? C'est une orientalisation. C'est pas un orientalisme. C'est pas la vérité. C'est pas vraiment la vérité. Vous voyez? Et c'est toutes ces questions-là que dans le Hirak, qui ont été, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a bouleversé et qui continue à me bouleverser. Parce que ça a été un moment fantastique, un enthousiasme extraordinaire. Alors, évidemment, je vais aller dans votre sens. C'est-à-dire, ça a été, on a reconquis l'espace d'une certaine manière. Parce que les Algériens n'étaient plus dans les villes, n'étaient plus dans l'espace. Donc il y a eu ça. Il y a eu ce sentiment qu'on était important, qu'on était un peuple. Ça, on ne l'avait plus non plus. Parce que une des grandes victoires des régimes totalitaires, ou en tout cas comme en Algérie, c'est de atomiser le peuple. De l'atomiser. Et ça, c'est la grande victoire. C'est-à-dire que à la fin, et même, alors, si vous voulez, si je fais très rapidement la descente aux enfers, la tentative de démocratisation qu'il y a eu avec les élections où les islamistes ont remporté 80% des sièges et où on a arrêté les élections. Moi, j'étais à ce moment-là dans un parti politique avec Hussein Aït Ahmed dans le FFS. Eh bien, nous étions contre l'arrêt des élections. Parce que vous ne pouvez pas faire voter un peuple et lui dire « tu as mal voté ». C'est-à-dire, on est arrivé à quel résultat? Alors, je sais, on peut, si vous voulez, dire qu'il y avait un risque énorme à prendre, que les Tunisiens ont pris. Et il y avait un risque énorme. Mais en même temps, vous ne pouvez pas... Le problème, c'est qu'on a porté un coup fatal aux politiques. Pas à la politique politicienne, non. Là, il y en aura toujours des gens qui vont se réunir pour faire de la politique. Mais le politique, c'est-à-dire cette capacité, cette confiance qu'on a qu'il y a quelque chose qui s'appelle le politique et qui peut gérer les rapports dans la société. Parce que c'est ça, le politique. Et le politique a été complètement détruit. Quand je suis rentrée en Algérie en 2002, après avoir passé 22 ans à l'UNESCO, j'étais absolument étonnée. Il n'y avait pas une discussion politique. On ne parlait plus de politique. Le politique avait été remplacé par le pouvoir. C'est-à-dire, si on voulait régler un problème, il fallait passer par le pouvoir. Et le pouvoir s'était démocratisé. C'est un peu ironique ce que je dis. Parce que le général, il est d'un village. Alors déjà, les gens du village, ils ont un peu de pouvoir. Après, il a un cousin, la cousine, le cousin. Donc, ça va loin. Hein. Vous avez un petit postier peut avoir un certain pouvoir. Donc, on avait remplacé le politique par cette chaîne de pouvoir. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé on a parlé de la Russie, mais moi, j'ai travaillé beaucoup, et surtout pendant la période de la perestroïka, j'étais quand même très étonnée de rencontrer des intellectuels, enfin, russes en tout cas, qui étaient contre la perestroïka. Parce qu'en réalité, tout le monde s'était fait un petit pouvoir. Et tout le monde s'était arrangé. Et tout le monde avait peur du changement. Parce que c'est ça, au fond, l'idée de la peur du changement. Et je vois que vous avez sorti Fanon sur les femmes. Oui, Fanon dit... enfin, je ne sais pas si ce qui vous a frappé, mais c'est une phrase que je reprends tout le temps quand je fais des conférences. Fanon dit, en Algérie, on ne voile pas les femmes pour voiler les femmes. C'est-à-dire, en Algérie, on a voilé les femmes pour des raisons politiques, à un moment donné. C'est pour s'opposer aux Français, pour leur dire, voilà ce qu'on est.
on est différent de vous. Mais le problème, c'est que comme on confie aux femmes, et ça c'est des études féministes que je fais pas seulement en Algérie, mais dans beaucoup de pays, on confie aux femmes le soin de représenter l'identité. Et comme dit Nicole Leroux, qui est une helléniste qui est malheureusement très jeune, elle dit que les femmes, ce sont des inclus exclus. Elles sont incluses dans l'identité, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se représenter son identité sans passer par une femme, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique le viol en temps de guerre, parce que la meilleure manière de porter atteinte au moral des troupes, c'est de faire un viol systématique. Et ça marche à chaque fois. Et ça veut dire, regardez comme c'est quand même intéressant de mettre ensemble ces idées, hein, ça fait un tout, ça fait un tout. Et donc, les femmes, aujourd'hui, par exemple, je vais avoir une petite anecdote pour sortir du tragique. Je suis très vite tragique, excusez-moi. Mais l'Algérie, c'est tragique, j'y peux rien. Hein. Voilà. Mais un jour, j'étais à Annaba, une grande ville. J'étais dans un grand hôtel, un bel hôtel. Et on arrive avec mon frère pour déjeuner. Et la salle est pleine, il y a à peu près 300 personnes qui sont en train de déjeuner. Toutes les femmes sont voilées et les hommes sont en costume de ville. Voilà, ils sont habillés comme vous. Et donc, le maître d'hôtel que je connais un peu, enfin qui me connaît en tout cas, je lui dis, dites-moi, il y a une chose qui me gêne là. Je vois, toutes les femmes sont musulmanes et les hommes, ils sont quoi? Alors, il allait me répondre sérieusement et puis il a vu que je rigolais. Il m'a dit, bah oui, c'est comme ça. Ah bah, c'est comme ça. Vous avez l'homme en basket et en short, hein, c'est-à-dire, les femmes sont les porteuses de l'identité, vous voyez. Et donc, c'est dans la guerre, parce que quand on parle de l'islamisme, pour moi, c'est la dernière phase de la décolonisation. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on veut gommer tout ce qui est... toutes les traces de l'occidentalisation. Et la chose qui a toujours frappé, d'ailleurs, le regard des colonisés, c'est la différence des statuts des femmes entre les pays colonisateurs et les pays... et d'ailleurs, ça a beaucoup profité parce que le président Bourguiba, avant d'être président d'ailleurs, et les élites colonisées, quand elles vont visiter la première fois la France ou l'Angleterre, elles reviennent avec cette idée, un peu bête, mais qui était quand même une idée qu'on retrouve, qui a été écrite par beaucoup, c'est qu'au fond, si on a été colonisé, c'est parce qu'on était en perte de civilisation, et que la perte de civilisation venait sans doute de la condition des femmes. Et c'est comme ça que la condition des femmes va devenir un sujet d'émancipation des élites colonisées, chez le Shah d'Iran, par exemple, chez Atatürk et chez Bourguiba. Mais ça va être fait sans, si vous voulez, la participation populaire, enfin, il faut le dire comme ça, mais il faudrait l'expliquer beaucoup plus longuement. Mais ça a été vu ensuite comme ce que vous disiez, les bourgeoisies arabes, etc. etc. Donc, nous sommes devenus les otages, au fond, de cette lutte de classe apparente, hein, qui était entre ceux qui étaient... Parce que ceux qu'on appelle... moi, je dis que les élites colonisées étaient des élites colonisées nationalistes. Le nationalisme est né dans les villes. C'est une politique urbaine. Et il est né, car Tabas est le représentant un peu de cette... Mais dans tous les pays, hein, que ce soit dans tous les pays qui ont été colonisés, on voit... Et notre drame, si vous voulez, parce que c'est un drame, mon père a été assassiné pour ça, vous voyez. C'est que, au fond, le peuple ne fait pas la différence entre les stigmates du colonialisme, c'est-à-dire qu'au fond, on était une famille qui portait les stigmates du colonialisme, tout en étant nationaliste. Alors c'était ambigu, vous avez dit le mot ambigu, c'est peut-être le mot qu'il faut dire, mais en même temps, sur le plan des idées de l'évolution dans les pays arabes aujourd'hui, c'est une idée centrale. C'est-à-dire que les mouvements progressistes, les progressistes,
ont fait leur arme intellectuelle en prenant leur arme dans les idées, dans la pensée du colonisateur. Et ça, on nous le reproche jusqu'à l'heure actuelle. Et c'est un peu notre drame, de ne pas pouvoir vraiment avoir cette politique progressiste qui soit reconnue et acceptée, parce que, évidemment, derrière ça, c'est pas le bon peuple qui est contre les idées progressistes, mais c'est ceux qui veulent garder le pouvoir, c'est-à-dire les classes politiques qui prennent le pouvoir dans les indépendances et qui sont tous, en général, des militaires, dans tous les pays, hein, qui sont issus des petites paysanneries, hein, qui vont prendre le pouvoir à l'indépendance des pays de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak, de l'Algérie. Hein. Je ne mettrai pas le roi du Maroc, mais c'est quand même le fils qui prend le pouvoir, qui est le chef de l'armée, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une chose qui est très intéressante, parce que ces gens qui prennent le pouvoir dans les indépendances des pays colonisés, ils vont avoir deux ennemis avec le temps, vite. Ils vont avoir deux ennemis. Ils vont avoir ce qu'on peut appeler une population démocratique, pré-démocratique. Par exemple, les révolutions à Alger, de l'université des années 67 et 68, dans laquelle on va supprimer l'association des étudiants d'Algérie, c'est en 67. Donc le pouvoir en place, qui est un pouvoir militaire, va s'attaquer aux idées libertaires, et pour s'attaquer aux idées libertaires, va encourager des idées religieuses, et qu'ensuite il va tuer les religieux, mais il va garder leurs idées, et il va tuer les démocrates, et ils vont tuer leurs idées. C'est-à-dire qu'on va poursuivre les idées libertaires. Nasser, il a pendu ouais. Les deux. Hein. Je vous interromps parce qu'en fait, on va arriver au bout du temps. Excusez-moi. Non, pas du tout. On va arriver au bout du temps. Et je voulais terminer par une question. Alors d'abord, qui est échange et pas contradictoire. Bon, moi, pour que tout le monde comprenne notre conversation, moi je suis un exilé ici, un déplacé de cette histoire dans un lien qui fait écho au chemin de Fanon, justement, hein, de la Martinique à l'Algérie. Et en fait, ce que je voulais citer, je vois bien la phrase, c'est qu'en fait, quand Fanon fait l'an 5 de la Révolution algérienne, son premier chapitre, c'est l'Algérie se dévoile, le titre. Et son premier chapitre, c'est l'idée qu'il défend, et qu'il défend y compris dans son chemin de soignant, de psychiatre très novateur, hein, et de quelqu'un qui est vraiment une figure exceptionnelle. Il est mort à 36 ans, donc on n'a pas eu le temps de voir toute l'ampleur de ce qu'il aurait pu faire. Et donc ce premier chapitre, l'an 5 de la Révolution algérienne, qui est un livre qui sort après son premier livre, Peau noire, masque blanc, quand il a basculé du côté du FLN, et avant ce livre qui paraît en même temps qu'il va décéder, fin 61, et donc ne pas voir l'indépendance, Les damnés de la terre, le livre qui va faire le tour du monde. Et l'Algérie se dévoile, c'est un éloge de l'idée que dans la guerre de libération, on se libère aussi des pesanteurs traditionnels, et il y a quelques figures dans l'histoire des combats, et notamment quelques figures des femmes engagées au FLN qui vont illustrer ça et qui vont continuer ces combats d'émancipation. Je dis ça parce qu'en fait, et là on est au cœur, en écho à votre propos, la chute de ce chapitre fait allusion. Il parle donc de ces conduites novatrices par rapport à la question de l'émancipation des femmes. Et là, il chute en racontant une histoire, je vais vous dire laquelle, où qu'il commente ainsi « Le colonialisme veut que tout vienne de lui ». Et ce qu'il commente, c'est les séances de dévoilement très humiliantes qui sont faites pendant la bataille d'Alger, où on convoque des servantes, des prostituées et tout, et au cri d'Algérie française, on dit, voyez, nous, et vous entendez parfois, hélas, aujourd'hui, des personnes diffuser ça, c'est nous qui vous libérons, c'est vous qui nous émancipons. Et lui, il souligne bien ça, il dit, devant cette nouvelle offensive, et c'est là où il
c'est un voyant, il voit les choses de sa manière, y compris les derniers mots des damnés de la terre. Il voit comment les indépendances peuvent échouer, et il en avait été témoin, y compris à Alger. Il était ami d'Aban Ramdan, il savait qu'il avait assassiné, etc., ses propres frères d'armes. Il dit, devant cette nouvelle offensive, réapparaissent les vieilles réactions. Spontanément et sans mot d'ordre, les femmes algériennes dévoilées depuis longtemps reprennent le haït, etc., affirme ainsi qu'il n'est pas vrai que la femme se libère sur l'invitation et du général de Gaulle. Donc on en revient toujours, et ce que les pouvoirs ne supportent pas, c'est que les peuples s'émancipent eux-mêmes, et fassent leur chemin eux-mêmes. Mais avant, plutôt que de repartir là-dessus, on pourrait faire toute l'après-midi de la soirée. Mademoiselle Sidkara, qui a été la première secrétaire d'État française, et qui est une Algérienne, qui va nommer secrétaire d'État et qui va porter cette politique d'émancipation. Vous savez qu'à l'heure actuelle, enfin maintenant ça commence un peu à bouger, mais on n'a jamais pu utiliser le mot émancipation en Algérie, après l'indépendance. Parce qu'émancipation, pour nous, c'est vraiment un mot français, c'est le mot... c'est un mot qu'on ne peut pas employer. Alors, voilà. Ma dernière question, et réponse pas trop longue pour ne pas... Voilà, je vois Marie-Josée qui surveille les horaires, ça va. En fait, on a beaucoup finalement parlé de l'Algérie, et je voudrais qu'on fasse, vous l'avez évoqué juste à propos d'Emmanuel Macron, mais j'aurais aimé qu'on aille au-delà sur la France, sur la résonance de tout ça en France, et comment nous sommes en France, combien ça nous travaille. Dieu sait terriblement aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une force politique qui est héritière dans sa part la plus sombre du refus de l'autodétermination algérienne et d'autres peuples, qui est aujourd'hui très présente dans notre vie politique, y compris à l'Assemblée nationale. Le président doyen d'âge de l'ouverture de la dernière législature est un président de ce mouvement, le Rassemblement national de l'extrême droite, et lui-même rapatrié d'Algérie, et qui a donc fait l'éloge, vous le savez, en ouverture de la colonisation, de l'Algérie française, etc. Et donc, on voit bien au-delà de cela combien, y compris dans nos débats, et je voudrais que la féministe que vous êtes nous dise des choses là-dessus. Dans votre conversation à Mediapart avec Michel Perrault, vous tenez les deux bouts, c'est-à-dire la critique de toutes les illusions, de tous les conservatismes, y compris sous des visages de prétendu progressisme, et en même temps, vous saluez, et là vous êtes optimiste, j'allais dire, la radicalité de ce nouveau féminisme. Vous dites d'ailleurs à un moment, être intersectionnel, c'est la base, par rapport à toute cette façon dont ici on crée des sortes d'épouvantail et de loup-garou. Voilà, le wokisme devient le mot à faire peur, faisant écho à islamo-gauchisme, pour au fond nier en fait la façon dont il y a une dynamique de l'émancipation, c'est-à-dire, et que la question des femmes, encore une fois, est un levier radical. Et là, vous l'avez dit très bien. C'est-à-dire que derrière la question des femmes, d'où les obsessions, d'où le fait que ça revient, l'obsession, qu'est-ce que c'est que ces débats sur le genre et tout, c'est revenir à l'assignation identitaire et surtout à l'essentialisation identitaire, à la fixité, d'où la sorte de peur qui est faite, qu'est-ce que c'est que ces personnes transgenres, qu'est-ce que c'est que ce mot du genre, comment il y a un homme, il y a une femme, et cette panique qui est créée par rapport à des questions nouvelles, qui sont une façon où l'humanité, elle invente toujours de nouvelles, elle repousse de nouvelles frontières de l'inégalité. Et donc, j'aimerais vous entendre un petit peu sur quand même ce que peuvent avoir de régressif. Vous avez beaucoup parlé des régressions en Algérie même, de nos débats français pour terminer. Oui, bon, je suis moins inquiète par le... Mais si vous voulez, d'abord, vous avez parlé d'intersectorialité. C'est un mot à la mode, c'est un mot qui a été mis en avant, mais nous avons toujours été intersectoriels, c'est-à-dire que... mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un vocabulaire nouveau pour dire des choses anciennes. Quand le féminisme que je découvre tard, je vais quand même vous avouer, c'est que en Algérie, quand les premières femmes viennent me voir dans mon bureau, je suis avocate à ce moment-là,
c'est les femmes de Psychepo qui viennent me voir. Je leur dis, mais je ne suis pas féministe. On me dit, comment vous n'êtes pas féministe? Je dis, non, je ne suis pas féministe. Non, moi je suis... le féminisme, comment je disais, c'est-à-dire que c'est une idée... ah zut, excusez-moi, je suis vieille, je commence à avoir des trous trop de... Oui. Non, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, en Algérie, nous n'étions pas féministes. C'est-à-dire que pour nous, la libération des femmes, elle devait passer par... la question sociale, par la libération sociale. Pas sociale, par la libération des hommes et des femmes en même temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire une libération séparée. Or, évidemment... d'ailleurs, parce qu'ensuite, je suis recrutée à l'UNESCO, et on me recrute parce que je suis algérienne. Parce que le directeur qui me recrute avait peur d'une féministe française ou norvégienne. M'a dit, bon, avec vous, il n'y a pas de problème. J'ai dit, oui, j'ai dit, pourquoi? Bon, bref, évidemment, il a changé d'avis parce que 3 mois après, j'avais tout compris. Et c'est vrai qu'à l'époque, si vous voulez, en Algérie, nous n'étions pas pour une lutte féministe. Nous étions pour une émancipation globale, et que, évidemment, on était socialiste, et que nous pensions que ça passait par l'émancipation du peuple, etc. On s'est laissé entraîner, c'est-à-dire que ça a été une erreur, je dirais, logistique, hein, peut-être pas intellectuelle, mais logistique, ça a été une erreur. L'idée, si vous voulez, qui aujourd'hui, je parle de cette idée par rapport, et là, dans le livre, vous citez un livre que j'ai écrit avec Michel Perrault, je fais un peu mon mea culpa dans le livre, d'ailleurs, je reconnais très bien, parce qu'au début, j'étais très choquée par le mouvement, si vous voulez, ce nouveau mouvement féministe qui était... en fin de compte, un écho à ce qu'on a vu dans les années 60 qui avait échoué. C'est-à-dire que c'était les enfants des Africains, des Algériens, des Arabes qui avaient échoué de se faire reconnaître à part entière par l'Occident, qui est raciste, il faut bien le dire, qui reviennent à cette idée parce que en 62, il faut savoir que en 62, on n'a pas parlé de la colonisation. Ça, c'est intéressant à dire. En 62, on a parlé de la décolonisation, c'est-à-dire que et le mot décolonial est un peu le décolonial qui vient aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a un mouvement décolonial, sans accent sur le dé. C'est un mot qui vient de l'Amérique latine, c'est une expérience d'Amérique latine qui vient, et le mouvement décolonial, en fait, c'est un mouvement qui reprend l'histoire de la colonisation. Or, nous, en 62, quand on est indépendant, on ne veut pas reprendre l'histoire de la colonisation. Quand le gouvernement algérien voulait passer, par exemple, à la télévision, quand ça allait mal avec la France, pour des questions qu'on ignorait, puisqu'il y avait une opacité du pouvoir tout de suite dès 62 qui s'est installée. La France et l'Algérie étaient dans des questions je sais pas, de gros sous peut-être, ou de règlement de compte et tout. Donc quand ils voulaient influencer la France, on passait à la télévision des charniers. Il y en avait beaucoup. Hein. En Algérie, on trouvait des têtes de mort partout, hein, les maquis, etc. etc. Mais on ne les montrait pas. Et quand on les montrait à la télévision algérienne pour justement influencer un discours politique qui nous échappait totalement, à ce moment-là, il y avait des lettres qui étaient envoyées à la télévision et qui disaient « Mais pourquoi vous montrez ça maintenant? C'est fini, arrêtez de montrer ça maintenant. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'en 62, quand 62 commence, on ne veut plus parler de la colonisation. On veut bâtir un pays nouveau, on veut bâtir. Et ça, c'est la différence avec le décolonial, le mouvement aujourd'hui qui est né,
C'est-à-dire, on revient sur la question de la colonisation. Ce qu'on aurait dû faire, d'ailleurs, c'était une erreur. Une erreur, on a fait une erreur colossale de dire la colonisation, c'est fini, maintenant on va s'occuper de la libération. On va construire l'Algérie nouvelle. On ne veut plus entendre parler de la colonisation. On sortait d'une guerre, vous savez, une guerre traumatisante. Dans toutes les maisons, il y avait des morts. Toutes les maisons, il y avait des morts. Et ça a été un moment, ma génération ne voulait plus entendre parler de la colonisation. On n'a plus voulu entendre parler de la colonisation. Et ce qui me prend comme ça plein fouet, c'est quand, dans ces années-là, depuis une dizaine d'années, de voir qu'on ressort la colonisation qu'on remet la colonisation sur le terrain. Et ce n'est pas du tout le même mouvement. Et dans le livre que j'écris avec Michel Perrault, je fais mon mea culpa. C'est-à-dire que je comprends après, à la fin, que ces jeunes, qui sont la 3e génération après la libération des colonies, et qui ont eu... Nous n'avons pas voulu parler de la colonisation. Nous avons voulu parler de la nouvelle... du nouveau pays qu'on voulait construire, du nouveau pays, d'un nouvel âge. Mais ce nouvel âge, on ne pouvait pas le faire seul. Il fallait le faire avec les gens qui nous avaient colonisés. Et les gens qui nous avaient colonisés ne voulaient pas le faire, ce nouvel âge. Jusqu'à maintenant. Tout à l'heure, vous avez cité cet homme c'est quand même incroyable qu'un président de l'Assemblée nationale française, en 2022, fasse l'apologie de la colonisation. Ça paraît fou. Et je vais vous dire, je n'ai pas de ressentiment. Je vous parle, quand je parle aux Français, je parle sans ressentiment. Mais c'est pour libérer le peuple français aussi. Il faut qu'il se libère. Il faut qu'il se libère de cette idée de colonisation. La colonisation algérienne, qu'est-ce que ça a apporté à la France? Mais dites-moi, qu'est-ce que ça a apporté à la France? Qu'est-ce que ça a apporté je sais pas, en bienfait intellectuel, en âme? Je ne sais pas si vous y croyez, moi je ne crois pas à l'âme, mais je le dis de temps en temps. Qu'est-ce que ça a apporté en surplus de l'âme, la colonisation? N'est-ce pas? Et en 2022, on voit un président qui fait l'éloge de la colonisation. Mais ça paraît fou, vous voyez? Ça paraît fou. Et c'est ça, si vous voulez, le problème de l'échec. C'est un échec total. Et cet échec total, on le voit dans les jeunes d'aujourd'hui, cette violence des jeunes. Moi, je la comprends à la fin, je finis par la comprendre. Il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils soient là-dedans. Et pour nous, c'est une espèce de recul. C'est un peu parce que quand vous avez des féministes qui vous disent qu'elles ne veulent plus entendre parler de féminisme, parce que le féminisme, on me traite de féministe blanche, mais ça paraît invraisemblable, cette idée. Ça paraît invraisemblable. Vous voyez? Nous, les féministes maghrébines, nous nous sentons très mal dans cette situation. Parce que nous sommes des femmes qui avons lutté avec une idée quand même d'être des femmes libres. Vous savez, l'idée de l'égalité des hommes et des femmes, c'est pas la propriété des Blancs et des Occidentaux, c'est la propriété de tout le monde. Et c'est notre butin de guerre. C'est notre butin de guerre. Vous voyez? Quand vous pensez que c'est Kant qui nous a mis la puce à l'oreille, et que quand vous voyez ce qui s'est passé avec les nazis, donc vous voyez, il n'y a pas une propriété privée des principes. Il y a une confluence des idées. Nous sommes arrivés à l'idée d'indépendance, à l'idée d'égalité. Alors, quand l'échec a été tellement énorme que ces jeunes générations sont arrivées à dire des choses qui sont des choses que... Et nous, on nous appelle les féministes, je ne me rappelle même plus, enfin, il y a toute une série comment on dit, de gros mots. Hein, de noms d'oiseaux. De noms d'oiseaux, voilà. De noms d'oiseaux, voilà. On a tous les noms d'oiseaux. Mais en réalité, bon, moi je les comprends si vous voulez. Mais remettre en cause
ce principe d'égalité. Vous savez, l'égalité des hommes et des femmes, c'est pas pour les femmes, c'est pour la société. C'est peut-être plus pour les hommes que pour les femmes. Parce que les femmes sont... moi, je vois en Algérie, en Tunisie, au Maroc, où il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Mais les femmes sont beaucoup plus libres, indépendantes, fortes. Mais c'est les mecs qui sont complètement malades, parce qu'ils n'arrivent pas à se situer dans la modernité. Ils n'arrivent pas. Alors, le drame, si vous voulez, c'est que les femmes prennent trop de place, résultat. Vous voyez, il y a presque une chose d'équilibre qu'il faudrait remettre, voilà. Mais cette histoire aujourd'hui, si je prends aujourd'hui le féminisme d'aujourd'hui, je pense que ce qui se passe en Occident, parce qu'en Algérie, on n'est pas du tout dans cette affaire de décolonial en Algérie. On n'est pas dans le décolonial. On a d'autres chats à fouetter, peut-être beaucoup plus graves d'ailleurs que le décolonial. Mais là, on sent qu'il y a une emprise de cette idée de décolonial sur la question des femmes. Et la question des femmes, c'est une question... Bon, ben moi, j'ai fait toute ma vie intellectuelle là-dessus. Et c'est vrai que l'idée, si vous voulez, à mettre ensemble une idée de défendre une idée politique plus collective dans laquelle il y aurait la collectivité, si vous voulez, et la défense des femmes, c'est très compliqué. Il n'y a qu'à voir les problèmes de l'indépendance. Les hommes et les femmes ont été pour l'indépendance, n'est-ce pas, en Algérie. Ils se sont battus, ils ont été tués, elles ont été violées, elles ont été fusillées, elles ont été tout. Eh bien, qu'est-ce qu'elles ont... il ne s'est rien passé après, vous voyez. Il ne s'est rien passé. Donc, c'est quelque chose de très important d'arriver à mettre sur pied cette lutte des femmes au cœur de la lutte de la démocratie aujourd'hui. Les Algériens qui ont pensé faire, après le Hirak, de faire la démocratie sans les femmes, eh ben, ils se sont plantés. Et de toute façon, ils n'auraient jamais réussi. Parce que, autant on a fait la démocratie en France sans les femmes, hein, il faut quand même aussi s'en souvenir, que la démocratie française, elle a été faite sans les femmes. Et il a fallu attendre longtemps pour que les femmes soient reconnues comme des acteurs. Mais on ne peut pas comparer, ce n'est pas la même situation. La situation en Algérie, à la naissance de la démocratie et la naissance de la démocratie en Europe, ce n'est pas du tout la même chose. Et nous n'aurions pu vaincre le Hirak que si on avait eu, à mon avis, hein, alors c'est une idée qui n'est pas partagée par tout le monde, il faut tout de suite le dire, et surtout en Europe, hein, et même en ce moment en Algérie, quand nous avons des discussions entre intellectuels, eh bien, ils ne sont pas prêts à reconnaître ce problème. C'est-à-dire que quand on leur dit vous auriez dû arriver, parce que vous savez, ce qui est formidable dans la Révolution française, qu'est-ce qui est formidable dans la Révolution française? C'est que la Révolution française va se doter d'un instrument que personne ne comprend. C'est un miracle. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui peut la comprendre quand elle est adoptée? Dites-moi qui? 3 philosophes qui devaient être très méchants avec leurs femmes d'ailleurs. Ben, bien sûr. Qui peut la comprendre? Mais c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a comme un... Alors moi, je crois pas à la pensée magique, hein, mais il y a comme une pensée magique, si vous voulez, quand il y a un peuple qui arrive à se dépasser. Voilà. Et je dirais malheureusement que le Hirak, nous n'avons pas pu nous dépasser. Et nous sommes tombés dans le pire des systèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a je ne sais combien de prisonniers politiques en Algérie. Le président de la République vient de gracier des gens qui sont condamnés à 25 ans de prison. Alors, ceux-là, ils ont dû tuer combien de personnes, hein, pour être condamnés à 25 ans de prison? Eh bien, concernant les prisonniers vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un prisonnier du Hirak?
C'est un jeune homme, plus un jeune homme qu'une jeune femme, ou une jeune femme, qui ont manifesté leur besoin de liberté et leur désir d'égalité. Pas plus. Ils n'ont pas pris d'armes, il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas eu de violence, ils ont au contraire subi la violence, etc. Ils sont en prison. Et ceux-là, on ne les a pas libérés pour le 60e anniversaire. On a libéré les prisonniers de 25 ans vous voyez. Donc c'est vraiment une idée, je dirais, ce problème de liberté en Algérie. En lisant Frantz Fanon, mais même Frantz Fanon, si vous voulez, dans le mouvement actuel, Frantz Fanon est critiqué. Il arrive à être critiqué. Oui, mais chaque génération construit son chemin, mais c'est très beau, là, votre formule, en disant il y a des moments où des peuples se dépassent eux-mêmes. Oui. Et parce que cet article premier n'était pas encore universel. L'universel a été proclamé. L'idée de l'universel, c'était... Mais cette déclaration n'était pas dite, se ne disait pas. Mais cette déclaration des droits de l'homme, elle a été entendue. Quand on voit une figure comme Olympe de Gouges du côté des combats des femmes, quand on voit ce qu'on a appelé les bras nus, c'est-à-dire derrière même vraiment le peuple lui-même. Et puis quand on voit, parce qu'on parle toujours les trois révolutions unies, qui ont parlé à l'universel, la révolution parlementaire anglaise, on oublie toujours que la culture parlementaire britannique passe quand même par le fait qu'on ait coupé la tête d'un roi, c'était au XVIIe siècle, avec Cromwell, et c'est pour ça qu'il y a une culture parlementaire, une culture démocratique, dont on voit l'effet tout récemment. Ce n'est pas, ça a beau être en apparence une monarchie, ce n'est pas notre système monarchique républicain. Une démocratie, c'est une culture, c'est un code moral, comme disait Mendes France. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Allez-y. Oui. Non, mais finissez, j'ajouterai quelque chose. Comme vous voulez. Non, et non, je disais ça, et puis d'autres ont entendu, là je parle d'un pays de jeunesse, je veux dire, jamais oublier que certes il y a la révolution britannique, certes il y a la révolution d'indépendance américaine, la révolution parlementaire britannique, la révolution d'indépendance américaine, et la révolution républicaine française, mais il y a la révolution de Saint-Domingue, d'Haïti, et cette référence à la déclaration des droits et dans les proclamations de Toussaint l'ouverture, elle est dans cette idée-là, et on n'oubliera jamais ce saut de l'ange que le peuple haïtien paye encore aujourd'hui, durablement, qui a été quand même une histoire folle, de s'attaquer à ce qui était... il n'y avait pas l'énergie, et l'énergie, c'était le travail humain, donc c'était l'esclavage, c'était ça l'énergie, c'était pas l'électricité, c'était pas le charbon, c'est ça que je veux dire. Et la richesse, elle vient de là. Je dis ça parce que, au fond, Fanon, je trouve que j'étais à un débat sur Fanon hier en Avignon, et puis nous-mêmes, on a participé, Mediapart, à la coproduction d'un film d'un franco-algérien, Mehdi Lahlaoui, sur Fanon, avec les très beaux témoignages, dont d'une femme passionnante qui est Alice Cherki, qui a été à Blida, à l'hôpital psychiatrique de Blida, avec Fanon, qui l'a suivi, qui est d'une famille juive algérienne, qui avait épousé la cause de l'indépendance. Elle est algérienne aussi, oui, je sais, et qui est femme formidable. Et je dis ça parce que, pour moi, il y a une phrase talisman chez Fanon dans son premier livre, qui est un livre de soignant, Peau noire, masque blanc, où il dit, prenons le mot homme comme un mot générique, c'est-à-dire pas seulement le genre, mais l'humanité, il dit, il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Et c'est une phrase qui est magnifique et qui est au cœur de ce dont nous parlons, c'est-à-dire ne pas être assigné, ne pas être enfermé, faire mouvement, et c'est bien ça, ce moteur infini de l'égalité, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, se dressent des forces de l'inégalité naturelle, et quels que soient leurs atours, leur origine idéologique et politique,
Vladimir Poutine, sinon l'héritier, le descendant de l'Union soviétique stalinienne, quel que soit leur parcours apparent, ce qu'ils ont en commun, c'est cette idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des nations, des cultures, des religions, et en ce sens, ils sont en miroir avec d'autres brutalisations et qui sont à l'épreuve, évidemment, dans le monde arabe. Ils peuvent d'ailleurs faire des alliances sans principe avec tous ensemble, ceux qui se prétendent laïcs d'un côté et ceux qui sont totalement dans l'absolutisme religieux de l'autre. Et au fond, on arrive toujours à ce noyau dur, et au bout du compte, au cœur de l'humanité, les hommes sont supérieurs aux femmes. Et du coup, il faut essayer de tenir tous les bouts, et je voulais vous remercier parce que il y aurait plein de trucs à discuter, on aurait pu faire une discussion pied à pied comme ça, mais au fond, sur le fond, ce qu'on partage et que j'admire dans votre chemin, et en sens, vous avez cité aussi Naït Ahmed, qui a été une grande figure, qui n'a cédé à aucune des tentations du pouvoir, hein, et qui, y compris jusqu'à ses obsèques, hein, il a refusé, voilà, et qui donc fait qu'on sauve des principes. C'est-à-dire qu'on peut être dans des défaites et se dire, voilà, que... mais l'important, c'est de sauver les principes, c'est de tenir tous les bouts. Et si on sauve les principes, un jour ou l'autre, et c'est ça que je voulais dire, c'est si un jour ou l'autre, certains reprendront. Et je pense à... Vous écoutez à propos de ce sentiment de défaite. Et je pense à ce moment quand il était minuit dans au siècle passé, le temps de ce moment terrible qui va accoucher du crime contre l'humanité, du génocide contre les Juifs et les Tziganes d'Europe, et à cette petite minorité qui tenait tous les bouts, et qui disait comme vous, parce que vous aimez dire la vérité, et qui disait « qui ne dit pas la vérité », voilà, qu'il faut, il citait Charles Péguy d'ailleurs en général, c'était une sorte de dreyfusisme du progressisme, hein. Il faut dire la vérité, y compris contre son propre camp. Je pense en l'occurrence à ce qu'a représenté la figure de l'opposition de gauche au stalinisme, c'est-à-dire on peut critiquer l'ordre injuste du capitalisme, de l'impérialisme, du colonialisme, et en même temps ne pas accepter qu'au nom de ça, on mente, on crée des camps, on crée des procès de Moscou, on crée des crimes et des impostures. Et l'une de ces figures, qui est une belle figure, qui avait cette organisation du pessimisme, c'est Victor Serge, écrivain, et qui va finir sa vie au Mexique. Et il avait une belle formule quand on levait sa main pour un toast, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Et elle me plaît bien. Mais je vous laisse le dernier mot, allez-y. Et merci, moi je suis très... de défaite en défaite, ça vous me donner du courage là. Eh oui. Parce que... Et en plus vous êtes très jeune, donc vous allez voir les surprises. Je sais pas. En ce moment, en Algérie, c'est un peu compliqué. Je vois bien. Mais c'est vraiment un peu compliqué. Je sais. C'est vraiment un peu compliqué. Et chez nous aussi, sous d'autres aspects. Oui. Sous d'autres aspects. Mais c'est en même temps... je ne sais pas quoi dire. Parce que l'Algérie, c'est très vraiment. En tout cas, on envoie un grand message de solidarité, comme ce sera en ligne, la vidéo à toutes celles et tous ceux qui, de l'autre côté de la Méditerranée, se battent pour cette égalité, et notamment en Algérie. Oui. Alors d'ailleurs, si vous voulez, il commence à y avoir les premiers, par exemple, premier livre sur les femmes, journal qui vient de sortir, les premiers. C'est-à-dire que il y a une chose, si vous voulez, c'est que je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est créer vraiment un vrai mouvement d'émancipation à travers le hirak. D'accord. Pas seulement contre un pouvoir ou une personne, mais vraiment contre un mouvement d'émancipation. Voilà. Et ce mouvement d'émancipation, donc beaucoup de personnes, des amis à moi d'ailleurs, la plupart, des féministes, des femmes de théâtre, des femmes de culture, tout le monde s'est engagé dans cette affaire. Tout le monde s'est engagé, et puis il y a eu ce grand échec, évidemment. Et je disais toujours à mes amis, vous savez, vous retournerez à vos œuvres, à vos travaux, vous allez voir. Et ils sont retournés. Ils font des films, on est en train de faire un film,
il y a des revues, c'est-à-dire que ça n'a pas tout tué, vous voyez. C'est-à-dire que au contraire, ça a donné un coup de fouet, en quelque sorte, à une énergie. Donc je ne voudrais pas terminer sur une note complètement pessimiste. Le grand soulèvement populaire qu'on avait espéré, parce que c'est le seul moyen qu'on aura de... Vous savez, on a quand même... on a en face de nous, quelque chose de lourd. Hein. C'est pas rien du tout d'avoir une armée qui depuis 60 ans, a le pouvoir, des habitudes, des chasses gardées, des avantages, etc. etc. Mais cette résistance algérienne, elle est constante. Je ne voudrais pas finir sur une note de défaite, parce que moi, je ne me sens pas du tout en défaite. J'ai ouvert un centre d'art, je reçois des artistes. En ce moment, il y a 15 artistes chez moi à Alger, en plein centre d'Alger. On fait des expositions, on vient parler là quand on peut parler, on se réunit, on discute. Ne croyez pas qu'on n'est pas mort, hein. Non, au contraire. Et je vois, par exemple, des jeunes, alors moi je suis tellement vieille maintenant, mais je vois des jeunes de 30 ans, 35 ans qui continuent. Là, on va sortir un film formidable. Oui, on va faire... Non, je ne voudrais pas terminer... Je voudrais dire que il y a une chose, si vous voulez, qui est difficile de détruire, c'est l'espoir. Voilà. Et tant qu'il y a un espoir, je pense qu'il faut continuer. Et le fait que je sois invitée, je vous remercie de m'avoir invitée d'ailleurs à apporter ce message. Il y a la semaine dernière invité, il y a eu une éditrice formidable avec qui je fais un livre en ce moment, mais qui a fait une revue sur les femmes qui s'appelle La Place, qui est intervenue dans il y a eu une manifestation avant, je crois. Oui, alors oui, puis il y a eu, voilà. Donc c'est pour vous dire que en Algérie, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un grand échec, au lieu d'arrêter les choses, donne naissance à une nouvelle génération. C'est des femmes qui ont 30 ans, 35 ans, qui continuent à se battre, qui font des films, qui vont au Festival de Venise, qui vont à Cannes, etc. etc. Voilà. Il faut parier il faut parier sur l'imprévu, l'inattendu, l'événement qui voilà. surgit quand on ne s'y attend pas. Et voilà, l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. On s'est beaucoup inquiété, du coup on va beaucoup espérer. Voilà. Allez, à vous.